Faure Gnassingbé, le président togolais, effectue ce lundi une visite d'amitié et de travail ici à Abidjan. Visite essentiellement consacrée au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Abidjan et Lomé. Le point de la visite avec nos reporters. Daniel Kablan-Duncan était à Washington. Le Premier ministre ivoirien a pris part aux travaux du forum organisé par la Banque mondiale sur les États fragiles, emploi, au conflit et violence. Vous aurez également le compte-rendu de notre envoyé spécial aux États-Unis. À suivre également dans ce journal la séance de réflexion sur la cybersécurité et les technologies de l'information et de la communication initiée par l'ARTCI, l'autorité des régulations des télécommunications en Côte d'Ivoire. À la une de l'actualité sur le continent africain, la vengeance de l'Égypte. Le Caire bombarde plusieurs installations de l'organisation de l'État islamique basée en Libye. C'est la réponse à l'assassinat de 21 Coptes kidnappés puis exécutés. Voilà pour les principaux titres de ce 20h. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Dans une quinzaine de minutes, vous aurez comme tous les lundis le grand format de la rédaction proposé par le service politique. Le grand format tentera de donner une réponse à cette question. Quel est l'impact de la station d'eau de Niangon sur le quotidien des ménages de la commune de Yopougon, station d'eau inaugurée le 12 décembre dernier par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le grand format, dans une quinzaine de minutes, le temps de parcourir quelques temps forts de l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Commençons en images par ce renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Faure Gnassingbé, le président togolais, a effectué ce lundi une visite d'amitié et de travail ici à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Arrivé à Abidjan ce matin, le président togolais a regagné son pays ce lundi aux environs de 19h. Il était accompagné à l'aéroport par le président Alassane Ouattara. Et tout comme son arrivée, le président togolais a reçu les honneurs militaires. Demain, vous aurez donc le compte-rendu de notre reporter Viviane Agnimet. Au cours d'un point de presse, les deux chefs d'État ont évoqué la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Ils ont aussi parlé de la situation qui prévaut dans la sous-région, la question de terrorisme par exemple. Le point avec Jérôme Kofi Aboula. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Togo déjà excellentes sous Félix Houphouët-Boigny et Gnassingbé Eyadema. Elles entendent l'être davantage avec Alassane Ouattara et Faure Eswasmina Gnassingbé. Les deux chefs d'État l'ont dit au cours du point presse dans le cadre de la visite de travail et d'amitié de 24 heures du président togolais en Côte d'Ivoire ce lundi 16 février 2015. Visite à l'invitation de son homologue ivoirien. Pour les présidents Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé, le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays passe notamment par la sécurité au plan bilatéral et dans la sous-région. Bien évidemment, nous avons parlé de la sous-région, du continent et des questions internationales. Au niveau de la sous-région, la préoccupation première concerne les questions d'attaques terroristes, notamment par Boko Haram dans le pays frère du Nigeria et avec les ramifications dans tous les pays voisins, à côté du lac Tchad et les possibilités que ces attaques puissent aller au-delà de cette région. Nous sommes totalement engagés auprès des pays frères, du Nigeria comme du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Bénin pour combattre ce fléau. Nous avons également indiqué qu'en réalité, un élément important de sortir de cette situation, c'est faire en sorte qu'il y ait une plus forte croissance, un plus fort développement de nos pays. C'est pour cela que les bonnes pratiques économiques et la situation de la réduction de la pauvreté sont des éléments essentiels pour réduire le combat contre le terrorisme. Donc nous en appelons à la communauté internationale d'aider à faire en sorte que nos pays renforcent la croissance qui est en cours et puissent apporter une paix durable à nos pays. Je voudrais saluer le rôle que vous avez joué dans la sous-région, votre leadership, et surtout le rôle que vous avez joué dans la résolution des conflits. Je pense à votre bilan remarquable quand vous avez présidé la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et tout ce que vous avez fait pour amener la paix au Mali. Je suis aussi reconnaissant à vous, Monsieur le Président, pour votre action déterminante
qui nous ont permis au Togo d'organiser des élections législatives dans de bonnes conditions. Au cours de nos échanges, je vous ai fait le point du processus électoral qui se déroule bien et nous espérons qu'au mois d'avril, nous irons aux élections. Quant à la sous-région, nous sommes préoccupés par la question de Boko Haram et nous voulons exprimer toute notre solidarité aux pays qui sont engagés dans la lutte contre cette secte. Nous espérons, comme l'a dit Monsieur le Président, que des mesures immédiates, idoines seront prises pour juguler la crise et que la quiétude revienne rapidement dans nos différents pays. Mais comme vous l'avez dit, s'il n'y a pas de croissance économique, s'il n'y a pas de développement, demain, même si ce n'est pas Boko Haram, ce sera un autre groupe terroriste. Donc nous devons tout faire pour accélérer notre processus d'intégration, car c'est aussi un facteur de développement pour nous et un facteur de croissance pour nos populations. Nous avons aussi exprimé notre compassion vis-à-vis de toutes les victimes de l'épidémie de la maladie à virus Ebola et saluer l'action déterminée et énergique des chefs d'État des 3 pays affectés qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une lueur d'espoir avec la régression de cette maladie. Néanmoins, nous devons rester vigilants et surtout penser à la reconstruction. Nous sommes réjouis du dernier sommet de l'Union du fleuve Mano et nous espérons que le prochain sommet qui est annoncé à l'Union européenne permettra de bien préparer la reconstruction, car il faut absolument que les dégâts causés par cette maladie dans tous les secteurs de la vie de ces pays puissent être réparés. La sous-région en a souffert et Monsieur le Président, vous en savez quelque chose. Plus vite nous sortirons de cette épidémie, mieux ce sera pour notre sous-région. Et enfin, je voudrais remercier tout le peuple ivoirien pour l'accueil qui est fait à la communauté togolaise ici. Je pense qu'elle se sent bien et je peux le mesurer à chaque fois que je viens dans votre pays par la manière dont ils me reçoivent. Saisissant l'occasion, le président togolais a félicité le président Alassane Ouattara pour le sacre des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations de football, session 2015. Grand bravo aux éléphants de la Côte d'Ivoire pour leur victoire en Guinée équatoriale. Ils ont enfin ramené la coupe et je pense que tout le monde était, même nos amis ghanéens dans leur tristesse, je crois que c'était un pays voisin. Donc nous tous, nous étions contents. Il y avait quelque chose de bien dans cette coupe, c'est-à-dire que nous sommes tous au sein de la CEDEAO, que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Bon, la coupe restait dans la sous-région. Finalement, c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas plus mal que ça. En tout cas, bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Le président Faure Gnassingbé s'est dit heureux d'avoir assisté à une belle finale entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, 2 pays de la CEDEAO. Les présidents Ouattara et Gnassingbé se disent donc solidaires des pays engagés dans la lutte contre Boko Haram. La lutte contre ce groupe islamiste qui sévit depuis 2009 au Nigeria est au centre d'un sommet extraordinaire ouvert ce lundi à Yaoundé. 10 pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale réunis dans la capitale camerounaise veulent afficher leur unité pour lutter efficacement contre Boko Haram. Cette visite d'amitié et de travail effectuée ici à Abidjan par le président togolais a été marquée par la signature de 4 accords bilatéraux au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Le point avec Léon Bro. Enfin, un cadre juridique formel pour tracer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Togo, jusque-là basée sur la solide amitié entre feu les présidents Félix Houphouët-Boigny et Gnassingbé et Adema. C'est le fruit de cet accord signé par les ministres ivoiriens Charles Dibi Kofi et togolais Robert Doucet des Affaires étrangères. Outre cet accord instituant pour la première fois la grande commission mixte de coopération, 3 autres accords bilatéraux ont sanctionné le séjour ivoirien du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Il recommande notamment le suivi et l'évaluation de la coopération entre les 2 États, des consultations régulières sur des questions d'ordre international pour l'adoption d'une position commune. Au total, 4 accords pour renforcer la coopération ivoiro-togolaise, déjà excellente en tout point, selon le communiqué final sanctionnant la visite d'amitié et de travail du président Faure Gnassingbé à son homologue ivoirien Alassane Ouattara, invité à son tour au Togo.
Cette visite qui s'achève aura permis aux deux chefs d'État d'exprimer leur grande inquiétude face à la progression du terrorisme et de réaffirmer leur soutien à leurs pairs et au peuple des pays africains encore en crise. Voilà, c'était la coopération ivoiro-togolaise. Daniel Kablan-Duncan était à Washington, aux États-Unis. Le Premier ministre ivoirien a pris part aux travaux du forum organisé par la Banque mondiale sur les États fragiles, en proie aux conflits et violences. Redéfinir la notion de fragilité pour lutter contre la pauvreté était le thème central de ce forum qui a pour objet d'identifier les voies et moyens de mettre en œuvre des projets de développement et de réduire la pauvreté dans les pays fragilisés par des conflits. Les détails avec notre envoyé spécial sur place, Hamza Diaby. Daniel Kablan-Duncan, une fois de plus à la tribune, et l'auditorium de la Banque mondiale est plein comme à chaque fois que le sujet concerne la Côte d'Ivoire. C'est le deuxième panel de haut niveau en session plénière auquel prend part le Premier ministre. Le forum FCV 2015, fragilité, conflits et violence dans les États, pour la redéfinition de la fragilité et la réflexion pour éradiquer la pauvreté. La Côte d'Ivoire en train donc de montrer aussi un exemple, parce qu'on n'a pas fait venir la Côte d'Ivoire pour rien. C'est parce que la politique mise en œuvre par le président Ouattara a permis une croissance rapide et une croissance forte et une amélioration rapide de la condition donc, des vies donc, des Ivoiriens. Et ces exemples étaient bons d'être aussi communiqués aux autres partenaires. Et vous savez que dans les interventions, moi je demandais en fait qu'on puisse faire en sorte que chacun des continents, on puisse avoir un ou deux pays qu'on aide à sortir de la crise et qui puissent être de locomotives donc aux autres. Et en marge de ce panel, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a rencontré plusieurs responsables de départements techniques de la Banque mondiale, de SFI et de MIGA pour renforcer la coopération entre ces institutions et la Côte d'Ivoire sur différents projets. Et sur place à Washington, le ministre ivoirien chargé des TIC a mis à profit cette mission pour négocier avec les responsables chargés des technologies de l'information du groupe de la Banque mondiale. Ces négociations portent essentiellement sur la contribution de l'institution bancaire dans l'amélioration des secteurs des TIC et des transports en Côte d'Ivoire. Hamza Diaby. Transport et TIC étaient aussi à l'ordre du jour lors de l'invitation de la Côte d'Ivoire par la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire étant un pays qui pense stratégiquement non seulement à son développement, mais également à son développement dans un contexte sous-régional, régional et global. Dans ce contexte, le transport et les technologies de l'information et de la communication sont des vecteurs essentiels d'intégration, d'efficacité et de compétitivité. Bruno Nabagné-Koné, le ministre de la Poste et des TIC qui accompagne le Premier ministre à Washington, a exploré avec le directeur TIC du groupe de la Banque mondiale comment l'institution peut intervenir dans ces secteurs. Au niveau des TIC, la réflexion a surtout porté sur l'apport des TIC au plan de la transversalité de ces technologies-là. Aujourd'hui, les TIC, il ne faut plus les voir en tant que technologies qui apportent des solutions de communication, mais les voir d'une façon plus globale et donc assurer des investissements et un développement plus cohérent et qui touche davantage les populations. Et le directeur transport et TIC de la Banque mondiale se dit favorable au projet de la Côte d'Ivoire. Le ministre a un plan très ambitieux en 5 points principaux et nous avons convenu d'examiner ce plan en plus de détails pour voir comment au niveau du groupe Banque mondiale, donc tant la banque elle-même que la SFI et MIGA, comment nous pourrions appuyer le développement de ce secteur. L'objectif de la Côte d'Ivoire est de faire passer le secteur des TIC de 7 à 15% du PIB, un objectif très ambitieux qui contribuerait à positionner la Côte d'Ivoire comme un pays d'avenir, ce qui nécessite des investissements importants, des politiques et un cadre réglementaire très sophistiqué, d'où l'implication du groupe de la Banque mondiale pour permettre sa réalisation. Nous allons parler des TIC sur place ici à Abidjan, mais avant, sachez que la Banque mondiale a publié ce lundi son rapport sur la relance économique ivoirienne après la crise. L'institution note des progrès significatifs rarement observés dans les pays en période post-crise. L'objectif de ce rapport, c'est de présenter et d'expliquer les facteurs de la croissance, les détails dans nos prochaines éditions avec le service économie de la rédaction.
Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, abrite depuis ce matin une séance de réflexion sur la cybersécurité et les technologies de l'information et de la communication. L'atelier initié par l'ARTCI, l'autorité des régulations des télécommunications en Côte d'Ivoire, vise à mettre en place des mécanismes pour la protection des données, si vous voulez, la protection des informations à caractère personnel. Il sera également question d'élaborer une stratégie nationale pour sécuriser l'exploitation des données sur Internet. Grâce Kando. L'utilisation abusive de l'Internet aujourd'hui est devenue une préoccupation majeure pour les États du monde entier, notamment la cybercriminalité. Alors, comment éviter cette pratique néfaste? L'autorité des régulations des télécommunications du Côte d'Ivoire, ARTCI, en partenariat avec une structure spécialisée dans le domaine d'éthique, initie un atelier de sensibilisation sur la cybersécurité. Il y a une loi que nous mettons en œuvre et il est pour nous l'occasion de sensibiliser les différents acteurs pour leur dire qu'il y a des infrastructures très critiques qui peuvent même bloquer un pays. Mais il vaut mieux être déjà sensibilisé à la chose, de sorte que nous puissions attaquer de front et régler les problèmes. Cette rencontre dure 2 jours et regroupe plusieurs structures. Mes attentes, c'est éventuellement de regarder tous les aspects juridiques. Quel est le cadre juridique de la cybercriminalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Et éventuellement, quelles sont les dispositions qu'on va prendre et quelles seront les décisions éventuellement qu'on va prendre afin de pouvoir aller à l'encontre de cette nouvelle façon de traiter l'information. En matière de cybersécurité, l'État de Côte d'Ivoire a pris des dispositions. La cybersécurité est essentielle pour le développement du modèle tel qu'il fonctionne aujourd'hui. L'identification des abonnés aux services de téléphonie et d'Internet, l'identification qui aujourd'hui, nous pensons, facilite énormément les enquêtes et travaux effectués par les services de police. L'institutionnalisation et le développement des activités et fonctions relatives à la sécurité des réseaux et systèmes d'information, ainsi que la mise en place d'une autorité de régulation chargée de traiter spécifiquement cette matière. Au sortir de cet atelier, une nouvelle stratégie de travail sera adoptée par la RTCI pour développer la cybersécurité en Côte d'Ivoire. Le 12 décembre dernier, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a inauguré la station d'eau de Niangon à Yopougon, une action pour résoudre durablement le problème de manque d'eau dans la commune de Yopougon. Le grand format de la rédaction proposé par le service politique tentera de donner une réponse à cette question. Quel est l'impact de cette station d'eau de Niangon sur le quotidien des ménages de la commune de Yopougon? Réponse, Alexis Evelyne Ouedraogo. 13h20 ce lundi, le petit Malik doit s'apprêter pour l'école. Sa mère ne se presse pas, elle a même le temps de suivre les informations. Il y a quelques mois pourtant à cette heure, nous ne l'aurions pas trouvé devant son petit écran, mais plutôt au quartier voisin, une bassine pleine d'eau sur la tête. Depuis le mois de décembre pourtant, plus besoin de supplice, l'eau est là à sa portée. Je me réveille à 4h30, 4h, 3h, puis l'eau. Je fais le lait avec mes enfants, 6h30. C'est bon, je lave mes enfants. Après, je chercher l'eau encore pour venir préparer. Le soir, même chose. C'était comme ça chaque jour. Chercher l'eau chaque jour. Donc, c'était pas vraiment facile. C'était très difficile. 13h30, le petit Malik peut prendre une douche joyeuse avant de partir pour l'école. Voilà, c'est bon. Comme lui, Amira, élève en classe de 4e, aura souffert du manque d'eau dans sa maison. Aujourd'hui, elle sourit car la corvée est levée. On se réveillait à 3h pour aller puiser de l'eau avant de se laver pour aller à l'école. Donc c'était pas facile. Quand j'arrive en classe, elle sommeille en classe en même temps. Et ça va très bien même. Il dort bien maintenant. Si elle me réveille, l'eau là est chaude, maintenant il me lave.
Pour 2015, le gouvernement ivoirien entend couvrir les besoins des populations en matière d'eau potable. Déjà le 12 décembre dernier, la station d'eau de Nyongo Nord a été inaugurée en vue de répondre aux besoins de la zone qui exprimait un total désarroi. Nous étions souvent envahis ici par les femmes qui manifestant dans les quartiers pour la rupture d'eau. Trouvé absolument nécessaire de faire des débordés jusque chez nous ici. Et aujourd'hui, point de tout cela. Alors, ce sont des indices qui nous permettent d'affirmer que la question de l'eau reste, c'est une question qui est réglée au niveau de Yopougon. La nouvelle station, d'une capacité de 40 000 mètres cubes, vient doubler les capacités de l'ancienne station pour combler 80% des déficits de cette commune d'environ 2 millions d'habitants. À la pratique, toutefois, certains foyers restent sceptiques devant leur robinet toujours sec. Pour les rassurer, le ministre des Infrastructures, Patrick Hachi, est allé à leur rencontre, toucher du doigt le problème. Voilà, ça monte pas. D'accord. Ça vient. C'est à 2 heures du matin, ça vient. Là, ça vient. Ça commence à passer. Ça va monter un peu. Au fil des semaines, ça va venir vous trouver en haut. Parce qu'avant, il y en avait même pas. Oui. Au moins, il faut dire, monsieur le ministre, vraiment, l'eau est là maintenant. Mais maintenant, il faut que ça commence à monter. Sinon, on va croire qu'il n'y a pas d'eau. Voilà. Le ministre a fait la lumière sur les raisons pour lesquelles, d'une zone à l'autre, certains ménages peinent encore à avoir de l'eau. Vous avez certains tuyaux, du fait de la pression, se cassent. D'autres étaient déjà cassés. Donc, mais ils ne savaient pas. Vous voyez là, vous voyez ça, vous ne savez pas. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Dès que l'eau commence à arriver, vous voyez une fuite comme ça. Or, si on ne répare pas cette fuite-là, automatiquement, la pression descend. Et ceux qui sont devant n'ont pas d'eau. Donc on est obligé de réparer toutes ces casses-là dans tous les quartiers. Mais vous voyez bien que l'eau arrive effectivement. Le reste du déficit d'approvisionnement en eau potable sur la capitale économique ivoirienne devrait être comblé avec la mise en marche de la station de Bonois. Elle va desservir toute la zone sud d'Abidjan et de Petit Bassam avec 80 000 mètres cubes par jour. C'est une enveloppe de 165 milliards de francs CFA qui est consacrée à la question de l'alimentation en eau potable sur Abidjan en vue de produire 250 000 mètres cubes d'eau. On a payé l'eau pendant 10 ans. Moi, je suis ici depuis 2001, on a combien d'eau? Chez moi, là-bas, il y a un gros système où j'ai rempli à 5 000 francs. Ça ne vaut pas une semaine, c'est fini. J'ai des jumeaux, j'ai leurs grands soeurs, grands frères. Mais ça ne suffit pas. Mais grâce à Dieu, depuis le 16, on a l'eau. Vraiment. Plus de problèmes d'eau à Abidjan, c'est la promesse du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'était le grand format avec Alexis du service politique de la rédaction. La 4e édition des Assises de la jeunesse aura lieu à partir du 23 mars prochain. L'édition 2015 a pour thème « Investir dans la jeunesse, un pari pour l'avenir ». L'annonce a été faite ce lundi au cours d'une conférence de presse suivie par Ben Touré et Gabriel Zanilou. Elle revient à nouveau cette année, la plateforme d'échange de la jeunesse dénommée Assises de la jeunesse. L'édition 2015, la 4e du genre, se tiendra du 23 au 28 mars prochain. Investir dans la jeunesse, un pari pour l'avenir. L'idée est de démontrer que les jeunes de Côte d'Ivoire sont désormais conscients du rôle qui est le leur dans l'émergence du pays. Mieux, 2015, en cette année électorale, ils entendent tout mettre en œuvre pour ne plus que l'histoire de 2010 se répète, et ce, à travers une réflexion autour de l'axe jeunesse et processus électoral. En année électorale, donc, il convient d'éduquer les jeunes sur donc, le processus électoral. Donc, comment participer au processus électoral, comment se tenir lors des élections. Avant d'entrer de plein pied dans la 4e édition, les assises de l'année 2013 avaient émis plusieurs recommandations, 94 au total. Un an et demi après, plus de 50% sont en cours de réalisation ou sont déjà réalisés. C'est le satisfecit pour le comité de suivi. Le nombre de bénéficiaires était fixé avec l'appui de la Banque mondiale pour les stages, entrepreneuriat et consorts, tout a été fixé à 27 500. Donc les assises ont demandé à ce que ce nombre-là soit réduit à 50 000. Aujourd'hui, quand on fait le calcul, à la fin, donc il y a une deuxième phase qui est initiée, mais à la fin, on aura près de 50
7900. Tout n'est donc pas réglé. Le souhait du comité de suivi, c'est de reconduire les recommandations en suspens à l'édition 2015. Cette 4e assise de la jeunesse sera aussi l'occasion de réfléchir sur les questions liées à la drogue, au VIH-Sida, aux enlèvements des enfants, des maux qui plombent le devenir de nombreux jeunes. Les maires et les préfets ont été associés à la sensibilisation des populations sur les audiences foraines. Un accent tout particulier a été mis sur l'identification des personnes n'ayant pas d'acte d'état civil en Côte d'Ivoire. Des précisions dans nos prochaines éditions. Le secrétaire exécutif du PDCI-RDA a effectué récemment une tournée dans la région du Poro. L'objectif de Maurice Kakoudi-Kaouye, convaincre en expliquant aux militants PDCI de la région le bien fondé de l'appel de Daoukro avant le congrès extraordinaire prévu le samedi 28 février prochain. Thérèse Tapé-Yoboy. Le 5e congrès extraordinaire du PDCI-RDA va se tenir bientôt. Mais avant, les militants devront se prononcer par référendum sur l'appel de Daoukro qui soutient la candidature unique au RHDP. Une question qui sera sans nul doute au cœur du congrès. C'est donc pour expliquer le bien fondé de cet appel de Daoukro que le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakoudi-Kaouye, effectue une tournée dans plusieurs régions du pays. Tout est parti d'ici, en 1945. Quand le président Houphouët-Boigny a eu l'ambition de devenir député de la Côte d'Ivoire, ça a été l'appel de Golo. Il allait vers le sud. Et aujourd'hui, un appel se fait entendre du sud pour venir vers le nord, qu'on appelle l'appel de Daoukro. Notre salut se trouve à RHDP. Les délégués des régions du Poro, de la Bagoué, ont rassuré l'envoyé du président Henri Konan Bédié. Selon eux, les militants disent déjà oui à l'appel de Daoukro. Un appel qui traduit la volonté du président du PDCI-RDA de cultiver la paix, de contribuer à œuvrer pour le développement et le renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Une motion de soutien a d'ailleurs sanctionné l'engagement des délégués qui se disent prêts à prendre toutes les dispositions auprès des populations pour la concrétisation de l'ambitieux choix fait par Henri Konan Bédié pour l'émergence d'une Côte d'Ivoire prospère. Rendons-nous maintenant sur place à Daoukro pour suivre les temps forts de la cérémonie d'ouverture du synode. 1955-2015. Cela fait maintenant 60 ans que le diocèse de Bouaké existe. Comme il est de coutume, les festivités marquant son cinquantenaire auraient pu avoir lieu depuis 2005. Mais les crises successives traversées par le pays n'ont pas permis la célébration. L'archevêque métropolitain Monseigneur Simeon Awana a décidé donc de mettre les pendules à l'heure. De même, un tel événement ne pouvait avoir lieu sans que l'Église fasse ses états généraux. D'où le synode diocésain de Bouaké. Daoukro, chef-lieu de région d'Ifou, a abrité l'ouverture de ce synode. Chaque composant du peuple de Dieu qui est à Bouaké doit réfléchir, méditer la profondeur de son engagement baptismal pour pouvoir essayer de trouver des solutions pour relancer l'Église sur son chemin missionnaire. Pour la circonstance, Daoukro a été donc un lieu de pèlerinage qui a drainé des délégations des fidèles catholiques venus des 22 paroisses que compte le diocèse de Bouaké. Plusieurs personnalités du pays, dont Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, et son épouse, ont pris part à la messe d'ouverture du synode. Occasion pour l'évêque de Bouaké, Monseigneur Simeon Awana, de rendre grâce à Dieu pour le travail accompli et ce qui reste à faire. Il a également prié pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire avant d'exprimer sa reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré en faveur de son organisation. La clôture du synode est prévue pour le mois de septembre 2015 à Bouaké.
À la une de l'actualité sur le continent africain, la vengeance de l'Égypte. Le Caire continue de bombarder depuis ce matin plusieurs installations de l'organisation de l'État islamique basée en Libye. C'est la réponse à l'assassinat de 21 Égyptiens de confession chrétienne copte récemment kidnappés en Libye, puis exécutés par l'État islamique. Avant de refermer ce journal, nous allons rejoindre Cathy Touré au studio B pour avoir avec elle le contenu de l'émission Lundi Sport. Bonsoir Cathy. Bonsoir David, bonsoir à tous. On va avoir une idée du contenu de l'émission Lundi Sport. Ce soir, sur le coup de 21h, eh bien, après la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, une semaine après les émotions, après la joie des Ivoiriens, eh bien, calmement, nous allons faire le bilan de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai, la Côte d'Ivoire a remporté ce trophée, mais il va falloir tirer les leçons parce que très bientôt, il va donc avoir les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Eh bien, ce soir, vous aurez toutes les informations et nos envoyés spéciaux qui étaient donc du côté de la Guinée équatoriale seront sur ce plateau avec nos consultants. Et bien sûr, vous aurez d'autres images, des images que vous n'avez jamais vues, des images que vous n'avez pas vues en tout cas de cette compétition à l'arrivée des éléphants, des images que vous n'avez vues sur aucune autre chaîne. Connectez-vous dès 21h et vous verrez, ensemble nous ferons le bilan de cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Cathy, j'ai bien voulu te poser une autre question, mais il est déjà l'heure. Donc je demande aux téléspectateurs de suivre Lundi Sport. 21h pour avoir d'autres images qui ne sont pas passées en direct et aussi avoir d'autres informations sur l'équipe nationale avec tous les joueurs qui sont retournés dans leur club, qu'est-ce qu'ils deviennent avant de pouvoir les retrouver très bientôt pour les éliminatoires des autres compétitions. Merci Cathy, merci. Fin de cette édition, rappelons que Faure Gnassingbé, le président togolais, a effectué ce lundi une visite d'amitié de travail ici à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Arrivé à Abidjan ce matin, le président togolais a regagné son pays ce lundi aux environs de 19h. Il a été accompagné à l'aéroport par le président Alassane Ouattara. Fin donc de ce 20h, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1, mais surtout, portez-vous bien.